Embarquement. Il était presque 6 heures, mais l'aube grise était incertaine et brumeuse quand nous approchâmes du quai. « Si je vois bien, il y a devant nous des marins qui courent, dis-je à Kikeg. Ça ne peut être des ombres. Nous partons au lever du soleil, je parie. Allons. » « Arrêtez !» cria une voix dont le propriétaire aussitôt s'approcha de nous et posa une main sur chacune de nos épaules. Puis il se mit entre nous deux et, se penchant un peu, dans le jour incertain, il cligna étrangement de l'œil vers Kikeg et vers moi. C'était Élie. « Vous embarquez ?»« Bas les mains, voulez-vous » dis-je. « Toi, écoute, va-t'en, dit Kikeg, en se secouant. « Toi, va-t'en. »« Vous n'embarquez pas, alors ?»« Si, nous embarquons, dis-je. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire ? Savez-vous, monsieur Élie, que je vous trouve bien impertinent. »« Non, 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 ça ne m'intéresse pas, » fit lentement Élie sur un ton interrogatif et avec des regards inexplicables tantôt sur Kikeg, tantôt sur moi. « Élie, dis-je, faites-nous, à mon ami et à moi, le plaisir de vous en aller. Nous partons pour les Indes et le Pacifique, et nous préférons ne pas être retenus. Vous y allez, hein? Vous revenez avant le déjeuner ? » « Il est marteau, Kikeg, viens, dis-je. »« Hello !» cria Élie sans bouger, nous rappelant quand nous avions déjà fait quelques pas. « N'y faisons plus attention, Kikeg, viens, répétai-je. » Mais il s'approcha de nouveau et subitement me dit en me tapant sur l'épaule. « Avez-vous vu quelque chose ressemblant à des hommes allant vers ce bateau il y a un moment ?» Frappé de la vérité de la remarque, je répondis « Oui, j'ai cru voir 4 ou 5 hommes, mais il faisait trop sombre pour que je puisse l'affirmer. »« Trop sombre, répéta-t-il. « Bonjour. » Une fois encore, nous le quittâmes, mais une fois encore, il revint vers nous et me toucha l'épaule. « Essayez un peu de les trouver, ces hommes, voulez-vous ?»« De les trouver, où ?»« Bonjour, répondit-il. « Oh, j'allais vous mettre en garde contre... Mais c'est sans importance, ça ne fait rien, c'est tout pareil. Tout de la même famille. Adieu. Joli froid ce matin, c'est pas ? Je ne vous verrai pas de sitôt, je parie, à moins que ça ne soit au dernier jugement. » Et sur ces paroles de fou, il s'en fut finalement, me laissant pour l'instant assez impressionné par son impudence lunatique. À bord du Péquod, nous trouvâmes tout dans le silence le plus profond. Pas une âme n'y bougeait. L'entrée de la cabine était fermée à clé de l'intérieur. Les écoutilles étaient en place et encombrées de rouleaux d'agrès. Allant au gaillard d'avant, nous découvrîmes le panneau ouvert et, comme une lumière en sortait, nous y descendîmes. Nous n'y vîmes qu'un vieux matelot, enveloppé d'un habit à pois en loques. Il était étalé de tout son long sur 2 coffres, la tête en bas et caché dans ses bras repliés. Il dormait d'un sommeil épais. « Où peuvent avoir passé ces marins que nous avons vus, Kikeg ? Où peuvent-ils être ?» dis-je en regardant le dormeur d'un œil de doute. Mais apparemment, Kikeg n'avait pas remarqué, quand nous étions sur le quai, ceux dont je parlais maintenant. J'aurais pu croire à une illusion d'optique, s'il n'y avait eu les mots, inexplicables autrement, d'Élie. Mais je chassais cette idée, et regardant de nouveau le dormeur, je suggérais humoristiquement à Kikeg que l'idée serait bonne de veiller ce corps, lui disant de se placer en conséquence. Il posa sa main sur les fesses de l'endormi, comme pour s'assurer de leur élasticité, et sans plus de forme, il s'assit tranquillement dessus. « Mon Dieu, Kikeg, ne vous asseyez pas là, dis-je. »« Oh, très bonne assise, répondit Kikeg. Manière mon pays, je vais pas faire mal à figure. »« Figure, mais cela fais-je. Vous appelez ça une figure ? Bien moelleuse alors. Mais voyez, il respire difficilement, il se soulève. Levez-vous de là, Kikeg. Vous êtes trop lourd. Vous lui écrasez la gueule à ce pauvre type. Levez-vous, Kikeg. Attention, il va vous foutre par terre. Ça m'étonne qu'il ne se réveille pas. » Kikeg se leva et se plaça près de la tête du dormeur et il alluma sa pipe tomahawk. Moi, je m'assis au pied et nous nous passions la pipe l'un à l'autre par-dessus la tête de l'endormi. Cependant, à mes questions, Kikeg me fit comprendre dans son jargon que, chez lui, à cause de l'absence de canapé et de sofa, le roi,
Les grands chefs, et en général tous les personnages marquants, ont l'habitude d'engraisser quelques-uns de leurs sujets pour s'en servir en guise d'ottomane. Pour meubler confortablement une maison de cette manière, il suffit d'acheter 8 ou 10 individus paresseux et de les étaler dans les pontons ou les alcôves. De plus, en excursion, c'est très pratique, infiniment plus que nos chaises de jardin qui se transforment en canne, car, à l'appel du maître, le serviteur se transforme sur commande en canapé sous quelques arbres bien nombreux et même dans les endroits marécageux et humides. Tandis qu'il me contait ces choses, Kikeg, chaque fois qu'il recevait de moi le tomahawk, le brandissait du côté hache sur la tête du dormeur. « Pourquoi faites-vous ça, Kikeg ?»« Beaucoup facile tuer Lee. »« Oh, beaucoup facile. » Et il continua tout en me racontant quelques folles réminiscences au sujet de sa pipe tomahawk qui, semblait-il, avait la double faculté de faire sauter la cervelle à ses ennemis et de calmer son âme. À ce moment, notre attention fut attirée par le matelot endormi. Notre fumée commençait à faire de l'effet sur lui. Il respirait lourdement et il avait quelques troubles dans le nez. Il se tourna et se retourna plusieurs fois et s'assit enfin en se frottant les yeux. « Hello, dit-il en soufflant. Qui êtes-vous, les fumeurs ?»« Des embarqués, répondis-je. »« Quand part le bateau ?»« Oui, vous partez avec lui. Il part aujourd'hui. Le capitaine s'est embarqué hier. »« Quel capitaine? Achab ? Qui voulez-vous que ce soit ?» J'allais lui poser d'autres questions sur Achab quand nous entendîmes des bruits sur le pont. « Hello, Starbuck remue, dit le marin. C'est un second actif, celui-là. Un homme bon et pieux, mais grouillons-nous. Faut que j'y prête la main. » Ce disant, il monta sur le pont et nous l'y suivîmes. Maintenant, le soleil était levé. Bientôt, tout l'équipage embarqua, par groupe de 2 ou de 3. Les gabiers s'agitaient. Les seconds s'affairaient. Plusieurs terriens apportaient encore diverses choses à bord. Cependant, le capitaine Achab restait invisible, enfermé dans sa cabine. Joyeux Noël. Vers midi, enfin, les gréeurs furent renvoyés à terre. Le Pécode fut alors remorqué à quelque distance des quais, et après que la toujours prévoyante tante Charité eût été amenée dans une baleinière avec ses derniers cadeaux, un bonnet de nuit pour Stubb, le deuxième second, son beau-frère, et une bible de rechange pour le steward. Après tout cela, dis-je, les 2 capitaines, Peleg et Bildad, sortirent de la cabine et, s'adressant au second, Peleg dit « Maintenant, monsieur Starbuck, êtes-vous sûr que tout est paré? Le capitaine Achab est prêt. Je viens de lui parler. Il ne faut plus personne de terre à bord, hein? Alors, appelez l'équipage au complet. Rassemblez-les ici, à l'arrière, et au diable. »« Pas besoin de paroles sacrilèges, même si on est pressé, Peleg, protesta Bildad. Mais va, ami Starbuck, faites ce qu'on vous dit. » Et quoi? Au moment même du départ, le capitaine Peleg et le capitaine Bildad gardaient la haute main sur le gaillard d'arrière, tout comme s'ils allaient être associés au commandement en mer, de même qu'ils paraissaient l'être au port. Quant au capitaine Achab, encore aucun signe de vie de lui. On disait seulement qu'il était dans la cabine. On aurait pu penser que sa présence n'était nullement nécessaire pour mettre en route le bateau et pour le diriger en haute mer. C'était en somme plus l'affaire du pilote que la sienne, et, de plus, ça se justifiait du fait qu'il ne pouvait n'être pas complètement remis. Tout cela semblait assez naturel, d'autant que, dans la marine marchande, nombre de capitaines ne se montrent sur le pont qu'un bon bout de temps après la levée de l'ancre, occupés qu'ils sont devant la table de cabine à fêter les adieux avec leurs amis du rivage, avant que ces derniers quittent définitivement le bord avec le pilote. Mais on n'avait guère loisir de réfléchir là-dessus, car le capitaine Peleg était maintenant tout affairé. Il semblait bien que c'était lui et non Bildad qui parlait et donnait le plus d'ordre. « À l'arrière, bâtard !» cria-t-il au marin qui s'attardait autour du grand mât. « Monsieur Starbuck, chassez-les à l'arrière. Serrez la tente, là-bas !» commanda-t-il ensuite. Comme je l'ai dit déjà, cette tente n'était jamais dressée au port,
Et, à bord du Pécode, pendant 30 ans, l'ordre de serrer la tente annonçait le lever de l'ancre. « Armez le cabestan, sang et tonnerre, sautez !» fut l'ordre qui suivit. Et l'équipage s'élança au bar du cabestan. Or, quand on lève l'ancre, le pilote se tient généralement à l'avant, et Bildad, entre autres fonctions, était un des pilotes brevetés du port. On le soupçonnait de s'être fait pilote pour n'avoir pas à payer un pilote de Nantucket à chaque départ d'un bateau dans lequel il avait des intérêts, car jamais il n'en pilotait un autre. On put donc voir Bildad lorgner attentivement l'apparition de l'ancre à l'avant et l'entendre psalmodier quelques tristes versets pour encourager les marins au gain d'eau. Mais les matelots, de leur côté, gueulaient une scie concernant les filles de Bubble Alley, avec un plaisir non dissimulé, malgré que 3 jours avant, Bildad les eût avertis qu'aucune chanson sacrilège ne serait tolérée à bord du Pécode, surtout au moment de lever l'ancre, et que Charité, sa sœur, venait juste de placer un petit opuscule de morceaux choisis de Watts sur la couchette de chaque matelot. Pendant ce temps, surveillant l'autre partie du bateau, le capitaine Peleg hurlait en blasphémant. J'étais prêt à penser qu'il allait nous faire couler avant que l'ancre soit levée. Involontairement, je m'immobilisais sur mon anspect et, pensant au danger que nous courions en partant en voyage avec un tel pilote du diable, je dis à Kikeg d'en faire autant. Toutefois, je reprenais confiance en songeant que peut-être la présence du pieux Bildad nous vaudrait le salut malgré sa 777e part de masse. Lorsque subitement, je reçus un grand coup de pied. Et, me retournant, je fus horrifié de voir le capitaine Peleg, éloignant sa botte de mon voisinage immédiat. C'était mon premier coup de pied au cul. « Alors c'est comme ça qu'ils font dans la marine marchande, hein ?» beuglait-il. « Remue-toi, tête de mouton, grouille, disloque-toi la carcasse. Pourquoi ne sautez-vous pas, tous tant que vous êtes? Allons, sautez. Saute, Keogh, saute. Toi là-bas, l'homme aux moustaches rouges, saute la casquette écossaise. Saute le pantalon vert. Sautez, je vous dis, sautez jusqu'à ce que les yeux vous sautent de la tête. » En hurlant, il longea le cabestan, se servant de son pied avec libéralité, ci et là, tandis qu'imperturbable, Bildad poursuivait ses psaumes. En moi-même, je pensais que le capitaine Peleg avait dû boire ce jour-là. Enfin, l'ancre fut levée, les voiles hissées, et nous glissâmes au large. C'était un Noël au froid vif et piquant. Et quand la courte journée nordique se mua en nuit, nous nous trouvâmes presque en plein océan hivernal, encerclés de glace par l'écume gelée, comme dans une armure polie. Les longues rangées de dents du pavois brillaient au clair de lune, et, comme les blanches défenses d'un éléphant gigantesque, de gros glaçons courbes pendaient à la proue. En tant que pilote, Bildad, l'efflanqué, était chef du premier quart, et, de temps à autre, quand le vieux bateau plongeait profond dans les eaux vertes, qu'il éclaboussait d'embruns gelés, quand les vents hurlaient et que les cordages geignaient, on pouvait l'entendre chanter tranquillement. Doux chant au-delà des flots soulevés, parés de vivante verdure, ainsi aux Juifs apparut Canaan, et seul le Jourdain les en séparait. Ces paroles n'ont jamais retenti plus doucement qu'alors à mes oreilles. Elles étaient pleines d'espoir et de moisson. En dépit de cette froide nuit d'hiver dans l'Atlantique turbulent, malgré mes pieds trempés et mon caban plus trempé encore, il restait, me semblait-il alors, beaucoup de beaux ports à m'attendre, de prairies et de clairières, où l'herbe du printemps demeure verte et intacte jusqu'au cœur de l'été. Lorsque nous eûmes gagné la pleine mer et qu'on n'eut plus besoin de pilote, le solide canot à voile qui les avait accompagnés vint se ranger à nos côtés. Ce fut un spectacle curieux et assez troublant de voir combien Peleg et Bildad se montrèrent émus à ce moment. Le capitaine Bildad surtout, car il était désolé, oui, très désolé de laisser pour de bon un bateau qui partait pour un si long et périlleux voyage par-delà tant de caps tempétueux. Un bateau dans lequel étaient engagés quelques milliers de dollars qu'il avait si chèrement amassés. Un bateau dont le capitaine était un de ses vieux camarades. Un homme presque aussi âgé que lui et qui, une fois encore, allait affronter les terreurs d'impitoyables mâchoires.
Désolé d'avoir à dire adieu à une chose aussi chargée pour lui d'intérêts de tout genre, le vieux Bildad s'attarda longtemps, arpenta le pont avec anxiété, courut à la cabine pour y dire encore un mot d'adieu, revint de nouveau sur le pont, regarda du côté au vent, regarda l'étendue des eaux illimitées, bornées seulement par les invisibles continents de l'Est, regarda la terre, regarda en haut, regarda à droite et à gauche, regarda partout sans regarder nulle part, et à la fin, après avoir machinalement enroulé un filin sur un cabillaud, il étreignit convulsivement la main du robuste Peleg, puis, levant une lanterne, resta un moment à fixer stoïquement le visage de ce dernier comme pour dire « Malgré tout, mon vieux Peleg, je pourrais encore supporter tout ça. Oui, je pourrais. » Quant à Peleg, il prenait les choses plus philosophiquement, mais malgré toute sa philosophie, on vit une larme briller dans son œil quand la lanterne s'en approcha d'un peu près. Lui aussi courut de la cabine au pont, dit un mot en bas, un mot à Starbuck, le second. À la fin, il se tourna vers son camarade après un dernier regard autour de lui. « Capitaine Bildad, viens, vieux marin, faut nous en aller. Mettez en panne là-haut. Oh, du canot, prépare à accoster sur bâbord. Doucement, doucement. Viens, Bildad, dis ton dernier mot, mon gars. Bonne chance, Starbuck. Bonne chance, monsieur Stubb. Bonne chance, monsieur Flask. Adieu et bonne chance à tous. Et rappelez-vous que dans 3 ans, jour pour jour, un bon souper fumera pour vous dans le vieux Nantucket. Hurrah, et en route. Dieu vous bénisse et vous ait en sa sainte garde, les gars, bredouilla le vieux Bildad. Et il continua d'une façon incohérente. J'espère que vous aurez beau temps, afin que le capitaine Nacab soit bientôt parmi vous, du bon soleil et tout ce dont il a besoin, et vous en aurez au tropique. Soyez prudents dans vos chasses, les gars, et n'esquintez pas inutilement les canots, harponneurs. Les bonnes planches de cèdre blanc valent 300% de plus cette année. N'oubliez pas non plus vos prières. Monsieur Starbuck, faites attention que le tonnelier ne gaspille pas les douves de rechange. Ah, j'y pense. Les aiguilles pour les voiles sont dans le coffret vert. Ne faites pas trop la chasse le jour du Seigneur, les gars. Mais ne manquez pas non plus une bonne occasion. Ce serait refuser les dons du ciel. L'œil sur les mélasses, 3e choix, monsieur Stubb. Elles avaient l'air d'un peu coulées, je crois. Si vous touchez les îles, monsieur Flask, méfiez-vous de la fornication. Adieu. Adieu. Ne gardez pas trop longtemps le fromage dans la cale, monsieur Starbuck. Il s'abîmerait. Faites doucement avec le beurre. Il a coûté 20 sous la livre, et attention que... Allons, allons, capitaine Bildad, assez de palabres, en route. Sur ces mots, Peleg le tira vivement, et tous deux sautèrent dans le canot. Les 2 bateaux s'écartèrent l'un de l'autre, la bise humide et froide de la nuit souffla entre eux, une mouette passa avec un cri perçant. Les 2 coqs se mirent à rouler. Le cœur bien lourd, nous poussâmes 3 vivats, et nous plongeâmes, aveugles comme le destin, à travers l'Atlantique désert. La terre sous le vent. Quelques chapitres plus haut, il a été parlé d'un certain Bulkington, un grand matelot qui venait juste de débarquer et que je rencontrais à l'auberge de New Bedford. Or, par cette nuit glaciale d'hiver, lorsque le Péquod piquait sa cruelle proue dans les vagues rusées, que vis-je? Debout, au gouvernail, Bulkington. Je contemplais avec une respectueuse sympathie cet homme qui, en plein hiver, débarquant à peine, après un voyage dangereux de 4 ans, pouvait de nouveau, sans repos, se mettre en route pour une randonnée tempétueuse. La terre semblait lui brûler les pieds. Les choses les plus merveilleuses, on ne peut jamais en parler. Les souvenirs les plus profonds n'ont point d'épitaphe. Ce mince chapitre est le tombeau sans pierre de Bulkington. Laissez-moi seulement dire qu'il en advint de lui comme du vaisseau battu par la tempête, lequel se ferait péniblement un chemin sous le vent, vers la côte. Le port voudrait lui porter secours, le port est plein de pitié. Dans le port, il y a la sécurité, le confort, le foyer, le souper, des couvertures chaudes, des amis.
tout ce qui est bon à notre faiblesse mortelle. Mais dans la tempête, le port, la terre, représentent le plus grand danger pour ce vaisseau. Il lui faut fuir toute hospitalité. Un frôlement du rivage, même s'il ne faisait que raser la carène, l'ébranlerait tout de son long. Il doit déployer toutes ses voiles et donner tout ce qu'il peut pour s'éloigner de la terre, et ainsi lutter contre les vents mêmes qui voudraient le pousser vers le refuge. Il lui faut retrouver les grandes mers ouvertes, toujours loin de la terre, car son seul salut est de piquer désespérément dans le danger, son seul ami, son amer ennemi. À présent, Bulkington, sais-tu, crois-tu avoir quelque peu entrevu cette mortelle et intolérable vérité? Sais-tu que toute réflexion profonde et sérieuse n'est que l'effort intrépide de l'âme pour garder la pleine liberté de la mer, quand les vents les plus sauvages du ciel et de la terre conspirent pour te rejeter sur la côte traîtresse et esclave? Mais, puisque seul dans le détachement de la terre réside la vérité la plus haute, la plus illimitée, aussi illimitée que Dieu, il faut donc mieux périr dans cet infini hurlant que d'être ignominieusement rejeté aux terres sous le vent, même si elles sont sûres. Ah, qui voudrait ramper lâchement sur la terre comme un ver? Terreur terrible! Auras-tu connu ces agonies en vain? Courage, courage, ô Bulkington! Durcis-toi, demi-dieu. De l'écume de la mort océane s'élèvera ton apothéose. L'avocat. Étant donné que Kikeg et moi sommes bien embarqués dans cette affaire de chasse à la baleine, et puisque cette chasse, pour je ne sais quelle raison, est une occupation décriée par les terriens comme étant sans poésie et dégoûtante même, je désire vivement vous convaincre, terriens, de l'injustice que, ce disant, vous nous faites à nous, chasseurs de baleines. Tout d'abord, je vais dire quelque chose qui peut paraître superflu. C'est qu'en général, les gens considèrent la chasse à la baleine comme n'étant pas digne d'être comprise parmi les professions libérales. Dans n'importe quelle société métropolitaine, un homme n'ajouterait rien à ses mérites s'il se faisait présenter en qualité, mettons, de harponneur. Il est sûr qu'il paraîtrait à la fois présomptueux et ridicule si, imitant les officiers de marine, il faisait graver sur ses cartes de visite les initiales CDC, chasseur de cachalot, en surplus. Une des principales raisons pour lesquelles le monde justifie le manque de considération qu'il nous témoigne, c'est qu'il pense que notre profession n'est qu'une sorte de commerce de boucherie, et que, quand nous sommes en action, nous nous trouvons plongés dans toute espèce de souillure. Il est vrai, nous sommes des bouchers. Mais bouchers aussi, et bouchers de la plus sanglante espèce, tous les chefs militaires que le monde invariablement honore. Et quant à la malpropreté dont on nous stigmatise, nous et notre commerce, je voudrais tout de suite pouvoir vous initier à certains faits inconnus jusqu'ici. Après quoi vous conviendrez triomphalement qu'un bateau baleinier est une des choses les plus propres qui soient au monde. Mais même si vous le contestiez, quel pont de baleinier, visqueux et en désordre, pourrait se comparer à cette indescriptible charognerie des champs de bataille, desquels tant de soldats retournent pour boire à l'applaudissement des dames? Et si, c'est l'idée du péril qui rehausse seule la conception populaire de la profession de soldat, j'aime autant vous dire que nombre de vétérans qui ont marché sans peur sous la mitraille reculeraient bien vite à l'apparition de la vaste queue du cachalot tourbillonnant dans l'air au-dessus de leur tête. Car les terreurs que l'homme peut comprendre ne sont rien comparées aux sublimes entrelacements des terreurs et des merveilles de Dieu. Cependant, bien que le monde fasse fi de nous, il nous rend, sans le savoir, l'hommage le plus profond qui touche presque à l'adoration, étant donné que la plupart des flambeaux, lampes, bougies qui brûlent autour de ce globe brûlent grâce à nous et pour notre gloire. Mais considérez maintenant ceci sous d'autres lumières. Pesez-le en d'autres balances et sachez un peu ce que nous sommes, nous, chasseurs de baleines,
et ce que nous avons été. Dites, pourquoi les Hollandais du temps de Witt ont-ils eu des amiraux pour leur flottille de baleines? Pourquoi Louis XVI de France a-t-il à ses propres frais équipé des baleiniers de Dunkerque et poliment invité dans cette ville quelques douzaines de familles de notre île de Nantucket? Pourquoi, entre 1750 et 1788, la Grande-Bretagne a-t-elle donné à ses baleiniers des primes allant jusqu'à 1 million de livres? Pourquoi enfin, nous, chasseurs de baleines américains, sommes-nous plus nombreux désormais que tous les chasseurs de baleines du reste du monde réunis? Pourquoi notre flotte compte-t-elle 700 vaisseaux équipés par 18 000 hommes, consommant chaque année pour 4 millions de dollars? Les vaisseaux valant à l'appareillage 20 millions de dollars et rapportant chaque année à nos ports une moisson bien gagnée de 7 millions de dollars. Comment tout cela aurait-il été possible s'il n'y avait quelque chose de très puissant dans cette chasse à la baleine? Mais je n'en suis pas à la moitié. Écoutez encore. J'affirme hautement que le philosophe cosmopolite ne saurait, même au prix de sa vie, désigner une influence pacificatrice comparable à celle-ci qui, au cours des 60 dernières années, a opéré sur le vaste monde. Je veux dire celle du grand et puissant commerce de la chasse à la baleine. De façon ou d'autre, cette chasse a engendré des événements si remarquables en eux-mêmes, si constamment importants dans leurs fins successives, qu'elle peut être considérée comme cette mère égyptienne qui engendra une descendance extrêmement féconde. Ce serait une tâche interminable que de vouloir cataloguer ces choses, qu'une poignée suffise. Pendant nombre d'années écoulées, le bateau baleinier a été le pionnier furetant les endroits les plus écartés et les moins connus de la Terre. Il a exploré des mers et des archipels ignorés des cartes, où aucun Cook, aucun Vancouver n'était passé. Si désormais des vaisseaux de guerre américains ou européens voguent en paix dans des eaux autrefois sauvages, qu'ils tirent des salves en l'honneur et à la gloire des baleiniers, les premiers à leur avoir frayé la route et qui ont été les premiers interprètes entre eux et les sauvages. Qu'on commémore tant qu'on voudra les héros d'expéditions exploratives, les Cook, les Krusenstern. Quant à moi, je dis que des douzaines de capitaines anonymes, partis de Nantucket, étaient aussi grands et plus grands que tous les Cook et tous les Krusenstern. Car, avec leurs mains nues, sans aide aucune, ils ont, dans les eaux païennes pleines de requins et sur les plages d'îles où pleuvaient des javelines battant tous les records, ils ont, dis-je, lutté avec des merveilles vierges, avec des terreurs vierges que Cook, avec tous ses marins et ses mousquets, n'aurait pas volontiers affronté. Tout ce dont on fait tant d'histoire dans les vieux voyages aux mers du Sud n'est que la ressucée de ce que virent et supportèrent journellement nos héroïques Nantuckais. Bien souvent, les aventures auxquelles Vancouver consacre 3 chapitres auraient été considérées par ces hommes comme indignes de figurer dans le livre de bord de leur bateau. Ah, le monde, le monde! Jusqu'à ce que les baleiniers aient contourné le Cap Horn, aucun commerce n'était possible, sauf celui entre colonies. Il n'y avait presque pas de contact, sauf celui entre colonies, entre l'Europe et la longue ligne des opulentes provinces espagnoles de la côte du Pacifique. Ce furent des baleiniers qui, les premiers, surent percer à jour la jalouse politique de la couronne d'Espagne au sujet des colonies. Si j'avais la place, je montrerais comment ces chasseurs de baleines parvinrent non seulement à libérer le Pérou, le Chili, la Bolivie du joug de la vieille Espagne, mais encore à établir dans ces lieux une démocratie éternelle. Cette grande Amérique de l'autre côté de la sphère, l'Australie, je veux dire, fut donnée au monde éberlué par des chasseurs de baleines. Après sa première découverte due à la bévue d'un Hollandais, tous les autres vaisseaux évitaient soigneusement ses côtes comme si elle avait été donnée la peste. Mais le baleinier, lui, y touchait, et c'est le baleinier qui a véritablement accouché de cette colonie si puissante désormais. De plus, dans l'enfance des premiers établissements australiens, les émigrants furent maintes fois sauvés de la famine mortelle grâce aux biscuits bénévoles des baleiniers qui, par chance, jetaient l'ancre dans les eaux.
Les innombrables îles de la Polynésie en avouent autant et rendent cordialement hommage au baleinier qui a préparé le chemin aux missionnaires. Et aux marchands et qui, en bien des cas, a porté les premiers missionnaires à leur destination. Et si jamais ce pays fermé à double verrou, le Japon, doit devenir hospitalier, car il est déjà sur le seuil, l'honneur en reviendra aux baleiniers. Mais si malgré tout ce qui précède, vous persistez à déclarer que la chasse aux baleines n'est ni noble ni esthétique, alors je suis tout prêt à rompre 50 lances en tout petits éclats avec vous et à vous désarçonner chaque fois votre casque pourfendu. La baleine n'a intéressé aucun auteur connu, dites-vous, et sa chasse n'a sollicité aucun chroniqueur fameux. La baleine n'a intéressé aucun auteur connu et sa chasse aucun chroniqueur connu? Et qui donc a écrit la première histoire de notre Léviathan, qui, sinon le puissant Job? Et qui donc a composé le premier récit d'un voyage de chasse à la baleine? Qui? Sinon un prince et non des moindres, Alfred le Grand, lequel, de sa plume royale, écrivit les paroles de Nothère, le Norvégien chasseur de baleines de son temps, et qui donc a prononcé avec chaleur notre éloge au Parlement, qui, sinon Edmond Burke? Tout ceci est vrai, mais les chasseurs de baleines eux-mêmes ne sont que de pauvres diables. Un sang bleu ne coule pas dans leurs veines. Pas de sang bleu dans leurs veines? Ils ont même mieux que du sang royal. La grand-mère de Benjamin Franklin était Mary Morel, et après son mariage, Mary Folger, une des vieilles émigrantes de Nantucket et l'ancêtre d'une longue lignée de Folgers harponneurs. Tous parents du noble Benjamin, qui, ce jour même, lance le dard d'un côté du monde à l'autre. Bon, encore, mais tout le monde convient que, on ne sait pourquoi, la chasse à la baleine n'est pas une chose respectable. La chasse à la baleine, pas respectable? La chasse à la baleine est impériale. Une vieille loi anglaise déclare que la baleine est poisson royal. Oh, ce n'est que nominatif. La baleine elle-même n'a jamais fait figure d'importance. La baleine n'a pas fait figure d'importance. Dans un des énormes triomphes offerts à un général romain qui entrait dans la capitale du monde, les fanons d'une baleine qu'on avait transportée des côtes syriennes furent la chose la plus en vue dans cette procession à cymbales. J'en conviens puisque vous le dites. Mais vous avez beau faire, il n'y a pas de vraie dignité dans la chasse à la baleine. Pas de vraie dignité dans la chasse à la baleine? La dignité de notre profession est attestée par le ciel lui-même. Séti est une constellation du Sud. Suffit. Enfoncez votre chapeau en présence du tsar, mais tirez-le pour Kikeg. Suffit, dis-je. Je connais un homme qui, au cours de sa vie, a pris 350 baleines. Je considère cet homme comme plus honorable que ce grand capitaine de l'Antiquité qui se vantait d'avoir pris autant de places fortes. Et quant à moi, si par hasard, il y a en ma personne quelques qualités ignorées, et si jamais je mérite quelque vraie réputation en ce bas monde, dont je puisse me sentir fier, si dans l'avenir je réalise quelque chose que, tout compte fait, un homme peut préférer avoir réalisé que laisser à faire, si, à ma mort, mes exécuteurs testamentaires, ou plus exactement mes créditeurs, trouvent quelques manuscrits dans mon secrétaire, alors, par avance, j'en attribue tout l'honneur et toute la gloire à la chasse à la baleine. Car un baleinier fut mon Yale College et mon Harvard. Post-scriptum. Pour exprimer irréfutablement la dignité de la chasse à la baleine, je désire ne proposer que des faits établis. Mais toutefois, un avocat ayant mis en œuvre ces faits peut également se servir de suppositions raisonnables. S'il ne le faisait, il serait à blâmer. Je le fais donc. Il est archi-connu qu'au couronnement des rois et des reines, même les actuels, on procède, pour les introniser en leurs fonctions, à un assaisonnement curieux. Il y a une salière d'État, comme on dit, et il y a une burette d'État. Ce qu'ils font au juste avec le sel, qui le sait? Mais je suis certain que la tête d'un roi est solennellement huilée à son couronnement, tout à fait comme une tête de salade. Est-ce dans l'intention de bien faire fonctionner ses rouages intérieurs, de même qu'on huile une machine?
Il y a beaucoup à ruminer là-dessus, car dans la vie ordinaire, nous n'estimons guère et même nous méprisons un homme qui huile ses cheveux et dont les cheveux gardent l'odeur de l'huile. À la vérité, un homme mûr qui se sert d'huile à cheveux, sauf comme médecine, a probablement quelque part en lui une petite tache de moisissure, et au total, il ne peut valoir grand-chose. Mais la seule chose à considérer ici est la suivante. De quelle sorte d'huile se sert-on au couronnement? Assurément, ce n'est pas de l'huile d'olive, ni de l'huile de macassar, ni de l'huile de castor, ni de l'huile d'ours, ni de l'huile de ricin, ni de l'huile de foie de morue. Alors, selon toute vraisemblance, ça ne peut être autre chose que de l'huile de cachalot telle qu'elle se présente, vierge et non manufacturée. La plus douce de toutes les huiles. Pensez-y, Anglais loyaux, c'est nous, les chasseurs de baleines, qui fournissons l'indispensable au couronnement de vos rois et de vos reines.